on parlait de ces inondations en Afrique du Sud, surtout à Durban. On parle de 443 morts et 63 disparus. Ibrahim Acha développait l'aspect économique de cette catastrophe. Oui, l'aspect économique, je disais qu'il faut parler de la résilience face au réchauffement climatique. Et les géographes nous diront que c'est quand il y a trop de concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère que la température devient encore plus élevée. Et donc c'est ce phénomène-là avec ce que certains physiciens ont nommé les effets de serre. Vous comprenez que tout ça, là, ça crée parfois des précipitations très fortes et c'est ça qui crée cette situation que nous avons, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, surtout à Durban. L'aspect économique que je voulais développer, c'est le problème du recommencement, de l'éternel recommencement. En 2019, il y a eu aussi ces précipitations, ces fortes précipitations qui ont entraîné des pertes en vies humaines et surtout paralysé les activités économiques dans le milieu, surtout ceux qui se livrent à l'agriculture. Vous savez que quand la pluie vient, ça dévaste des champs. Il y a des unités de production qui sont érigées. Quelqu'un consent un prêt à la banque, il met en place son commerce. Allez, vous voyez, c'est dévasté. Tout ça, c'est l'éternel recommencement. Et ça, vraiment, ça décourage les populations. Ça aussi, je pense que l'Afrique du Sud doit faire face à cela et voir dans quelle mesure trouver des solutions, comme le disait le coach, aller vers des mécanismes qui puissent amener les populations à se sentir d'abord en sécurité face à ces problèmes de changement climatique et au même moment aussi ériger des infrastructures solides pour pouvoir faire face à ces choses. C'est l'aspect que je voulais développer. Quand on érige ces infrastructures, quand on met en place des mécanismes, ça a un coût. Vous comprenez? Et ça agit sur le budget national, ça agit sur la capacité du pays à pouvoir prendre en charge le quotidien des populations, améliorer drastiquement leur situation de vie et autres. Donc, c'est ce qui fait que la plupart du temps, vous allez voir que les pays comme ça se tournent vers les puissances ou bien les structures onusiennes qui s'occupent peut-être du climat et autres là pour pouvoir bénéficier aussi des financements et pouvoir ériger en tout cas des infrastructures qui puissent aussi amener la population à se sentir protégée lorsque ces cyclones-là arrivent, ces tempêtes-là arrivent. Ça a des coûts. Voilà. Se préparer pour l'avenir, c'est aller peut-être à l'école du Japon, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui a connu ces genres de choses souvent, mais qui a une certaine capacité de résilience. L'Afrique du Sud doit aller à l'école du Japon. Elle est obligée d'y aller et c'est que je pense que s'il y a quelque chose à copier chez l'autre, c'est ce qui est bien. Et vous n'êtes pas sans oublier que loin des meilleurs, sinon le milliardaire le plus riche actuellement est d'origine sud-africaine. Elon Musk est de là, et il a la technologie, là, tout ça. Je ne sais pas s'il a plutôt tiré avec le gouvernement sud-africain, mais si on lui demande, il peut apporter beaucoup de choses. Je dis que la même chose se passe en Floride chaque année, mais les Américains ont essayé de transformer ça, de trouver une opportunité dans ce problème. Donc on pouvait le faire là-bas. C'est quoi? Moi je dis que c'est la politique qui dresse la vie quotidienne des gens, mais quand même que la politique tient compte également de ce genre de personnes pour voir qu'au lieu, c'est ce que je dis la même chose avec Ibrahim, au lieu de faire les routes comment dire, à périphérie ou qui n'ont pas le sens de durer au-delà de 2 ans, il faut quand même construire des routes. Il faut faire cela pour toujours. Comme un coup, que définitivement on règle ce genre de problème. Je dis qu'actuellement, quand vous allez au Japon, quand les servants viennent, les maisons, les immeubles peuvent courber et se redresser. On peut faire ça. Oui, une bonne fois pour dire. Or, en Afrique, quand il parle de collines, je pense que normalement, même les collines devaient être disposées à protéger ces populations si on sait comment s'en servir. Donc, ils ont la technologie, ils peuvent faire ça. Sauf que je me dis, le gouvernement a négligé ou a sous-estimé cette fois. Ou peut-être ils se sont dit que comme ça ne tuait pas au-delà du nombre voulu, ils vont voir. Maintenant, c'est 400. Presque, quand vous voyez, supposons que ce sont des familles. 400 individus tués ou morts dans un milieu, on crée un désert de foyers. C'est ça le problème. Donc si les 400 personnes consomment ne serait qu'une tonne de nourriture par jour, vous voyez, ce sont des milliards qui vont se faire, qui disparaissent comme ça, parce qu'il y aura plus ce genre de consommation. Donc c'est énorme, qu'on prenne conscience. Moi je le dis, on peut copier chez les autres quand c'est bien fait. Alors on l'a dit tout à l'heure, Durban c'est aussi une ville
ouverte sur l'Afrique australe, même sur toute l'Afrique, hein, qu'on connaît le poids de l'économie sud-africaine sur l'économie africaine. On peut commencer par réfléchir véritablement. Oui, on peut commencer par réfléchir véritablement. Surtout, vous voyez un peu la situation au niveau du port, mais vraiment elle est très catastrophique. Donc moi je me dis que les autorités doivent commencer, comme tu le disais, ériger des infrastructures solides pour pouvoir parer à ces situations et en même temps voir éventuellement comment aussi créer des situations de secours. Parce que moi je donne toujours le cas de Mozambique où quand la saison cyclonique approche, on essaie en même temps de prendre des dispositions. On ne laisse pas les gens à la merci de ces intempéries. On essaie de les prendre, surtout ceux qui sont dans des zones déclarées comme des zones à problème. Donc on essaie de les sortir de ces zones-là. On les envoie dans des zones un peu sûres. C'est le cas aussi à Durban. Il y a des zones sûres où il n'y a pas eu ces problèmes. Oui. C'est au niveau de ces collines-là, ceux qui sont un peu proches de ces collines-là, c'est là où le problème s'est véritablement posé. Donc peut-être quitter complètement ces zones, oui. Ou bien l'État peut aussi ériger des infrastructures solides, qui puissent amener vraiment à faire face à ces situations. Quand je prends un peu un projet même qui est piloté sur la côte ouest africaine, vous connaissez le projet Waka, qui essaie aussi par rapport à l'érosion côtière d'ériger des infrastructures, d'ériger aussi des digues et tout ça là pour pouvoir contenir l'avancée de la mer. Je pense que de l'autre côté aussi, on peut essayer de voir comment aller dans ce sens, comment faire face à ces situations. Et ça, c'est l'État central qui doit penser à ces situations et voir éventuellement comment trouver des financements au niveau des structures onusiennes ou bien aller même vers des bailleurs de fonds. Parce qu'actuellement, quand vous prenez le secteur du financement des économies ou bien de financement du développement dans certains pays, il y a ces labels-là, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour parler des financiers internationaux, là, il y a de ces circuits où on peut avoir facilement des financements. Quand vous faites des prêts là-bas, vous pouvez venir construire des édifices, construire des infrastructures socio-économiques pour pouvoir booster l'économie. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique du Sud, surtout à Durban, vous voyez que ces 400 morts-là, à supposer, le coach a parlé de cet aspect, à supposer que ces gens-là font partie de la force productrice. Vous voyez un peu ce qu'il y aura comme décalage en matière d'essor économique. Donc je pense que c'est un problème sérieux qui doit se poser à tous les niveaux. Et ça doit aussi amener ceux qui sont aussi de l'autre côté du golfe de Guinée, notre pays n'est pas épargné, à pouvoir aussi prendre des dispositions par rapport à l'évolution de la mer. Je veux parler de l'érosion côtière. Aujourd'hui, nous avons aussi un port que nous baptisons un port en eau profonde. Et si on ne prend pas des dispositions aussi, avec les effets de réchauffement climatique, l'avancée de la mer, nous risquons un beau matin aussi de nous réveiller et de ne pas trouver une partie de notre quai. Et ça, vraiment, vous comprenez ce que ça peut créer comme dommage à notre économie, surtout qu'on parle du poumon de l'économie togolaise. Voilà, donc c'est des dispositions qu'il faut prendre. Les États doivent aller dans la prospective, ils doivent réfléchir à long terme et non faire des projets sur 2-3 ans. Et finalement, après 4 ans, on se retrouve avec des infrastructures obsolètes qui ne sont pas de nature à pouvoir aider véritablement. Donc il faut aller vers des méga projets. C'est pourquoi quand on parle d'un projet dans le pays, nous essayons de voir un peu la durabilité et surtout l'impact que cela peut avoir. Donc il ne s'agit pas de faire des rafistolages, des navigations à vue. C'est parce qu'il y a un problème, on court de gauche à droite, on dit on veut chercher des palliatifs. Au lieu de chercher des solutions, on cherche des palliatifs à des situations. Je pense que ça, c'est pas bon. Ça, c'est la gouvernance que nous appelons la navigation à vue, ou bien, disons, il y a un terme là qui me vient souvent, c'est reparti, ça va revenir. Ça va revenir. Allez, on va quitter Durban pour Londres via Kigali. Le 14 avril dernier, le Royaume-Uni annonce avoir renvoyé
envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement dans le pays. Des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent son unanimité. Cet accord est-il applicable selon les dispositions du droit international? Première question à vous, coach Essor Kwamivi à Clessor. D'abord, le droit international dit que quand quelqu'un demande asile, qu'on le lui donne. Donc, renvoyer quelqu'un qui a demandé et choisir un autre pays où la personne, je pense que la personne aussi a vu ce pays avant de demander l'asile dans le vôtre. Sauf que moi, ici, là où ça me plaît, puisqu'on n'a rien respecté du principe juridique humanitaire. Mais quand on a essayé de dire aux gens que Rwanda n'a pas évolué comme ça, que ce sont des contrats ils ont fait avec des autres. C'est là où je dis que les frères panafricanistes doivent comprendre. C'est-à-dire que l'Europe a financé Rwanda. Voici l'objectif pour lequel le Rwanda a été financé. Ça. Ouais. C'est pour déverser le surplus ou bien ce qu'on ne veut pas des immigrants, ceux qui ne sont pas peut-être les surdoués, et on les déverse comme ça. Et le mal, c'est que on prend toutes les nationalités et on déverse là-bas. Maintenant, les mêmes personnes vont devenir les patriotes ou bien les populations vont avoir la nationalité un jour là-bas et c'est eux-mêmes qui vont discuter de l'appartenance de ce pays. Ouais. Le problème qui se crée actuellement au Libéria. Ouais. Vous voyez? Donc, moi, je me dis qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Comment on ne peut pas déverser ça? Il y a des pays, Norvège, tout ça, là, on sait, ils ne sont pas nombreux. Il y a même Alaska où c'est un désert. Les États-Unis font l'autorisation pour que les gens peuplent, pourquoi on ne les envoie pas là-bas? Sauf que l'autorisation, ce sont les surdoués, comme vous l'avez dit. Peut-être les cracks. C'est là où le caractère macabre et puis machiavélique de certains dirigeants, le voici. Paul Kagame, je pense que c'est lui, non, où les gens ont beaucoup crié sans savoir que c'est la guerre de RDC et Angola, tout ça là qui a profité. Il est impliqué dedans. Il est impliqué, mais ce que les gens ne savent pas. Voilà, puisqu'on nous rabat l'oreille que c'est un modèle d'économie. Oh là-bas, même tu n'as pas le droit. Moins de choses, tu critiques le gouvernement, tu vas en prison. Les gens ne savent pas ça aussi. Hein. C'est ça le souci. Donc, moi, il y a 200 ONG britanniques qui sont contre ça. Même un cardinal est contre ça, mais l'Afrique a accepté ça. C'est-à-dire que le mal dans ça, c'est que je ne sais pas ce qu'on veut. Parce qu'on a proposé une enveloppe colossale, séduisante, on accepte ça. Comme le déchet, comme on a Progo Kuala qui a eu la Côte d'Ivoire. Ouais. Et au même moment, vous allez voir, les panafricains vont nous insulter. Voilà le problème qui crée. On accepte. Ces individus-là, on ne sait pas si ce sont des terroristes reformés, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas. Et les gens là vont créer ils vont envahir le Rwanda et donc l'Afrique. Oui, quand ça attaque le Rwanda, ça va venir. On ne sait pas, est-ce que c'est une sorte de nouvelle impérialisme qu'on est en train de créer ou pas? On ne sait pas. Le but de ça, c'est quoi? Pourquoi un Iranien qui a tenté d'aller en Angleterre, qu'il soit égalé ou pas, on ne le renvoie pas dans son pays en l'aidant financièrement pour qu'il s'en sorte? Et c'est au Rwanda qu'on doit l'envoyer. Bon, on dit quand il vient au Rwanda, il peut choisir de retourner dans son pays. Je dis, il n'a qu'à choisir de retourner depuis là-bas. Le problème, c'est qu'on connaît, quand les gens qui chez eux, ils viennent chez vous, finalement, ils ne partent pas. Les Libanais sont au Togo depuis longtemps. Tu as vu un Libanais se rapatrier que maintenant il va aller évoluer dans son pays. Ils sont là. Ouais, c'est ce que je dis. Donc, moi, je dis, je ne comprends pas certains de nos dirigeants. La population, ce genre de choses doit être quand même un référendum qui doit faire. Au moins, si c'est la population qui a accepté, on sait que... Mais décider unilatéralement parce que... Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, ce n'est pas que... c'est là où j'attends. Je voudrais attendre nos fameux plutôt, Nathalie Yambé Console, mais il ne dit rien. Parce qu'il nous avait vendu que voilà un Africain qui a fait quoi. Maintenant, quand il voit que... On va défendre, on va les fustiger par rapport à ça. Peut-être qu'il trouve que c'est bon. Peut-être l'enveloppe peut profiter au Rwanda. Comment l'enveloppe? À côté de cela, il y a l'enveloppe. Le blanc a toujours donné l'enveloppe. C'est l'enveloppe qu'on a toujours pris qui nous crée problème. Et soit on le prend ouvertement, c'est qu'on l'a pris, mais il ne faut pas dire autre chose. Je dis que jusqu'à présent, on dit qu'on ne veut pas des blancs. Et on accepte l'agent de blanc. L'agent de blanc est plus puissant que le blanc lui-même. L'agent est le seul individu qui peut travailler de pays en pays sans dormir et revenir encore faire sa mission. Donc le blanc a compris, mais c'est son agent qui l'envoie maintenant. Et je vous assure que d'ici 10 ans, vous allez voir l'effet de ces choses. Et je dis aussi que un Iranien qui quitte pour aller en Angleterre, c'est plus facile de l'envoyer chez lui en le finançant que de l'envoyer en Afrique. Pourquoi il y a d'autres continents? Pourquoi c'est en Afrique?
Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à nous faire? Parce que notre population n'est pas suffisamment... ou bien ceux-là, s'ils sont des porteurs de questions qu'on veut nous parler, est-ce qu'on sait? Rien de tout ça là, il faudrait... C'est pour dire qu'il y a un laisser-aller dans les décisions de nos dirigeants. Ils sont pas... Quand vous êtes président, il y a la population. Il faut quand même, minimum, c'est de demander un référendum. Avant de le faire, c'est tout un désordre. Mais comme je le dis, nos frères sont là, qui disent que le blanc n'a qu'à partir. Maintenant, le blanc même vient ici, ils ne réagissent pas. Je ne sais pas s'il faut leur dire. Les gens dénoncent le caractère inhumain, je l'ai dit dans l'introduction de cet accord Ibrahim Macha. Tout le monde peut se poser cette question, pourquoi le Rwanda? Non, c'est des accords qui lient les États. Vous savez que le Rwanda fait partie du Commonwealth maintenant. Et donc, le Rwanda a forcément des accords, des liens de coopération avec la Grande-Bretagne. Et donc, ce n'est pas un effet de hasard que Boris Johnson ait pu dire que tous ces immigrés-là qui entrent clandestinement sur le territoire britannique doivent être refoulés vers le Rwanda. Donc, c'est par rapport à ces accords, par rapport au lien qui unit le Rwanda et la Grande-Bretagne. Et à côté de cela, il y a l'enveloppe. Oui, mais elle est destinée à quoi? Bien sûr. L'enveloppe, parce que ces réfugiés ou bien ces demandeurs d'asile qu'on refoule vers le Rwanda doivent être entretenus. Puisque quand vous prenez un peu à entendre Boris Johnson, il parle d'un refoulement. Ce n'est pas qu'on amène les gens là pour que c'est fini, on ne va plus s'occuper d'eux. Donc de loin, leur dossier sera traité. Ce qui voudrait dire qu'il y aura un dispositif qui serait mis peut-être à Kigali ou bien, je ne sais pas dans quelle ville du Rwanda que ces gens-là seront localisés. Donc il y aura une structure sur place, bien sûr britannique, qui va travailler sur leur demande d'asile et voir éventuellement s'ils sont éligibles. Là, on pourra peut-être leur accorder le droit d'asile ou bien... Et c'est là où peut-être les cracks vont venir. Bien évidemment, les dispositions pour le visa, pour qu'ils puissent rejoindre vraiment la Grande-Bretagne. Mais il faut aussi remonter un peu l'histoire pour comprendre qu'il y a eu un cap pareil aussi en Australie. Vous savez que l'Australie aussi c'est une nouvelle terre, c'est là où les gens veulent aller pour pouvoir développer aussi des activités économiques, parce qu'on trouve que là-bas c'est un pays ou bien disons une région beaucoup plus propice au business. Je parlais de l'Australie. Et l'Australie aussi en 2013, si j'ai bonne mémoire, avait aussi installé en tout cas un dispositif pareil. Lorsque vous êtes demandeur d'asile ou bien lorsque vous arrivez en Australie de façon irrégulière, on vous prenait, on vous emmenait en un lieu sûr en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc on vous mettait là-bas et le temps de voir si on peut traiter votre dossier pour que si ça évolue, là vous allez revenir en Australie. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est les conditions d'accueil de ces immigrés-là. Donc en Nouvelle-Guinée, là où on avait amené ces demandeurs d'asile ou bien de ceux qui rentraient illégalement sur le territoire australien, ces gens-là étaient placés dans des conditions vraiment très épouvantables parce qu'on les considérait comme des criminels, parce que quand vous rentrez illégalement, vous enfreignez aux lois d'immigration de ces pays. Donc vous êtes déjà quelqu'un qui doit être en difficulté avec la justice. Donc on vous considérait comme un détenu entre griffes. Donc quand on vous amène là-bas, ce n'est pas qu'on va vous donner une villa et avec toutes les commodités qui accompagnent un séjour, disons, doré dans un pays. Donc vous êtes comme un détenu, vous êtes là-bas. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que ceux qu'on a envoyés là-bas étaient obligés à un moment donné, face aux difficultés, face aux conditions dans lesquelles on les avait placés, de se suicider. Parfois, il y a eu des gens qui sont isolés. Donc la crainte là revient maintenant au Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas un pays où la démocratie, le coach le disait, est très enracinée. Et quand vous prenez la loi au niveau du Rwanda, elle est très coriace par rapport à la communauté LGBT. Alors, vous savez qu'en Angleterre, les LGBT ont le vent en poupe. Donc s'il advenait que parmi ces immigrés-là, ou bien parmi tous ceux qui entrent illégalement sur le territoire britannique, là, il y a cette communauté LGBT, vous comprenez. Il y a des cas, on voit comment elle sera traitée au Rwanda. Voilà.
et ne sera pas bien traité, il y aura un problème de droits de l'homme qui va se poser au Rwanda. En dehors de ça aussi, pour les relocaliser, mais vous savez, les conditions d'accueil, est-ce que les Rwandais eux-mêmes, ils mangent à leur faim? Et ceux qu'on va amener là, est-ce qu'ils seront dans de bonnes conditions? Je veux parler de quand nos frères étaient allés en Allemagne, en Suède, en Norvège et tout ça là, ils étaient logés dans des camps et ils avaient le petit déjeuner, en tout cas les 3 repas. Mais au Rwanda, il y a les Rwandais même qui peinent à avoir les 3 repas. Est-ce que les gens là qu'on va amener là, le Rwanda peut leur assurer chose? Ces 3 repas au moins. Ces 3 repas au moins. Nous disons qu'il y aura une enveloppe financière, bien évidemment, pour aider le Rwanda à prendre en charge tout ce beau monde-là. Mais est-ce que le Rwanda va utiliser ça véritablement pour s'occuper de ces gens-là qu'on envoie? Parce que ces gens-là, même qui sont en conflit avec la loi, parce qu'entrer illégalement sur un territoire, vous comprenez ce que c'est. Mais quand vous analysez un peu la situation, c'est que Boris Johnson, puisque c'est le 14 avril passé qu'il a fait cette déclaration. C'est lorsqu'il est en difficulté, il cherche toujours à allumer notre feu pour distraire les gens. Pour distraire, voilà. On sait qu'il est en difficulté actuellement. Avec son histoire de Partygate. Vous comprenez qu'il est en difficulté, donc il doit forcément trouver des faux fuyants, trouver des échappatoires, amener l'opinion britannique à s'occuper d'un problème. Aujourd'hui, quand ils ont parlé de ce contrat, ou bien de cet accord avec le Rwanda, vous savez que c'est un tollé général. Donc l'opinion britannique est dévié vers ce problème le temps qu'il ne trouve des solutions par rapport à son Partygate qui est aussi une situation très préoccupante dans le pays. Donc aussi des artifices, à mon avis, qu'il est en train d'allumer, comme le font aussi généralement les chefs d'État, les hommes politiques. Vous savez, quand il y a une situation, on en crée une autre pour vous détourner complètement. Pour détourner l'attention des populations. Donc voilà des artifices que Boris Johnson est en train de créer, mais il faut le dire, quand vous prenez un peu la Convention de Genève de 1951, et surtout à son article 33, qui dit que personne ne peut être amené vers un territoire où sa liberté et sa vie est menacée. Vous comprenez? Donc, je parlais de la communauté LGBT, si on les a là-bas, ils sont menacés, ça c'est clair. Quand je parle aussi des gens qui ont fui leur pays par rapport aux problèmes politiques. Les gens qui ont fui les dictatures et tout ça là. Quand on les ramène là-bas, c'est que mais vraiment on les amène en chose peut-être dans la jungle. C'est comme on vous amène chez vous. Voilà, c'est comme on vous amène chez vous. Et n'oubliez pas l'épisode de l'acteur là, du film Hôtel Rwanda. Vous savez, lors d'un passage au Rwanda, on l'a pris jusqu'alors il est en prison. Donc c'est des situations qui doivent vraiment ameuter les organisations des droits de l'homme parce qu'on estime que le Rwanda, ce n'est pas un pays où les droits de l'homme sont véritablement respectés. Et ça pose problème pour ces immigrés clandestins-là qu'on veut déverser là-bas. Pour corroborer les dires de Ibrahim Macha, il faut dire, coach Esso Akleso, cet accord fait grincer des dents de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Il a dit le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par exemple, s'oppose vivement à la mise en application de cet accord. Oui, sauf que je veux même rebondir d'abord sur il y a Ibrahim qui a dit quelque chose d'intéressant. Même quand on parlait de le cas d'Australie. L'Australie, dans le temps, cherchait des gens pour venir cueillir. Puis eux, ils avaient un surplus agricole. Et quand vous allez, 80, souvent c'est entre 50 et 80 $, vous êtes porté de l'heure. Donc c'est ça qui attirait les gens à aller faire ici. Voilà. Ici, les gens demandaient que mon pays, là, je ne suis pas à l'aise, je veux vivre ici. Ça veut dire qu'on pourrait quand même, lors du Chili, les choses là-bas, on ne refuse pas. Mais les renvoyer, c'est comme si... Est-ce que la Grande-Bretagne aussi, au moment où nous parlons, est-ce qu'elle a toutes les structures pour accueillir tout ce monde? La Grande-Bretagne a toutes les structures disponibles pour faire ce genre de choses. Ils ont beaucoup de Palestiniens, tout ça, ils sont là-bas. Ils ont même, je pense que le maire de Londres même est un Palestinien. Pakistanais. Donc, non, ils ont des structures. Sauf que ici, il y a un programme qu'ils ont fait sur comment dire, le Rwanda. Mais c'est maintenant que je comprends comment Paul Kagame abandonne la France pour aller en Angleterre. Donc c'est ce projet macabre, parce que ça n'a rien d'humain. Le souci, c'est que vous allez voir, les enfants seront défalqués de force aussi là-bas. Ils ne vont pas avoir pitié, puisque quand ils disent que c'est un enfant qui a été formé par un djihadiste, puis on va le défaire. Et maintenant, si eux, ce sont des gens mal intentionnés, des djihadistes qui refusent chez eux, c'est si les gens là peuvent vivre.
Ouais, c'est ça le souci. Et je ne suis pas trop fan des LGBTQ, mais le souci que je me dis également que quand je prends ce que Ibrahim évoque, comment quelqu'un qui dans sa constitution est farouchement opposé aux homosexuels, on va le lui envoyer. Ça veut dire que Paul Kagame nous a beaucoup menti sur tout ce qu'il fait. Ouais. Maintenant, l'aspect que vous évoquez, la Grande-Bretagne en général, c'est un vaste territoire. Je vous assure, c'est un vaste territoire. Et aussi, ça compromet tout ce pourquoi l'Union européenne se bat maintenant. Ouais. C'est qu'on est en train d'accepter les Ukrainiens parce qu'ils sont en difficulté. Au moment où on renvoie les autres d'aller ailleurs. Donc, Boris Johnson, moi, depuis, c'est lui qui a créé le Brexit d'abord, que les Britanniques regrettent énormément. Disons certains Britanniques. Non, actuellement, quand vous voyez, quand on fait un sondage, ils sont contre, sauf que quand vous voulez mettre en valeur votre Parlement, vous êtes obligé d'accepter certaines choses. Sinon, il y a des banques qui ont fui la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Même des fois, pour que le marché européen même soit ouvert à eux, il y a des négociations qu'il faut faire d'abord, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, moi, je me dis que Boris, comme peut-être il veut éteindre nos feux en allumant ceci, c'est que le feu qu'il a allumé est plus grand que ce qu'il voulait éteindre. Parce que le problème était uniquement britannique. Maintenant, je ne comprends pas comment dans les pays où la démocratie a avancé, et on arrive à laisser, sauf qu'ils considèrent trop leur institution, une personne passer de force, même si ce n'est pas bien. Ouais, c'est ça qui n'est pas... Bon, ça aurait été un de nos pays ici, on va traiter nos dirigeants de tout ce qu'ils veulent. Mais lui, il est en train de commettre une saugrenité, pour ne pas dire une incongruité, mais on le laisse faire. La population, là, le laisse faire. On voit qu'on ne le laisse pas faire. Non, les gens dénoncent cela. En réalité, c'est dans ce pays-là, c'est le Parlement qui doit bloquer. Je l'ai déjà dit une fois ici, pour que on abolit l'esclavage, ce ne sont pas les démocrates comme les gens le font croire qui ont aboli, non, c'est les républicains. Maintenant, il y a eu les démocrates qui ont voté contre les démocrates pour que les républicains gagnent ce qu'Abraham Lincoln voulait. Donc, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est mauvaise, tu peux, malgré ta position, s'opposer à ça, en laissant au moins le gagne-pain pour dire que c'était honnête. C'est pourquoi je dis que les vraies démocraties ou la vraie démocratie, souvent, ça se voit chez les Américains. Quelqu'un peut être dans un parti, mais quand le projet qui vient là n'est pas dans l'intérêt de ses électeurs, il ne vote pas. Peu importe ce que le parti veut. Mais on doit arriver là. Moi, je dis que c'est une erreur grave que Paul Kagame commet. Et aussi, l'Angleterre est en train de créer un précédent. Ça va le rattraper aussi. Là où nous sommes, là où les fanatiques panafricanistes naissent, je pense qu'ils vont encore prendre ça pour dire, mais comme je le dis, comme ça va dans leur intérêt, pour le moment, ils ne réagissent pas. Mais je dis que l'Angleterre doit se ressaisir. On peut, il y a dans la constitution britannique, il y a comment bloquer le président. Et il y a ça dans la constitution. Il peut bloquer ce qui n'est pas bien. Même si je sais qu'actuellement, il a tendance à avoir presque la majorité là, mais on peut toujours bloquer cette décision, puisque c'est acté. Mais le Parlement doit valider tout avant qu'on débloque des fonds. Donc, ce n'est pas bien, c'est inhumain. Ibrahim Acha, en quelques secondes. Oui, la présidente, je voulais aussi préciser un point par rapport à la politique britannique. Vous savez qu'il y a souvent des traversées de la Manche. Les gens quittent un peu vers la France, traversent la Manche pour aller s'installer illégalement sur le territoire britannique. Voilà, en prenant aussi, en signant cet accord, c'est une façon aussi de décourager ce beau monde-là. Parce que surtout avec l'arrivée des Ukrainiens sur le territoire, entre-temps aussi, il y avait des immigrés syriens qui étaient arrivés en bon nombre. Et même au niveau de l'Afrique... Ou bien on veut privilégier les Ukrainiens. Non, pas forcément. Pas forcément. En tout cas, l'immigration illégale, c'est ça. C'est tout. Les clandestins qui quittent, ils font la traversée de la Manche pour pouvoir aller s'installer. Quand vous voyez un peu l'actualité tout récemment, les gros transporteurs là ont de sérieux problèmes avec ces immigrés ou bien avec ces clandestins. Vous voyez, vous déposez votre, en tout cas votre conteneur ou bien votre véhicule, votre camion.
un chargé de marchandises pour traverser la Manche et aller peut-être les déverser dans des commerces et autres là en Grande-Bretagne, vous voyez un immigré qui se faufile, il se glisse, peut-être soit dans le coffre ou bien soit dans les marchandises. Et ça crée des problèmes aussi à ces transporteurs. J'ai assisté à des scènes vraiment pas très, en tout cas, acceptables là, par rapport à ma conscience humaine. Et ce n'était pas bien. Donc voilà aussi des mécanismes pour pouvoir, ou bien un artifice pour pouvoir freiner, décourager ces candidats-là à l'immigration. Mais, je le rappelle, il y a un problème sérieux politique qui secoue actuellement Boris Johnson. Il a besoin aussi de souffler, donc il peut orienter l'opinion vers ça. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve Ibrahim Macha et Kwame Vie et Soa. Quels sont pour la suite?